Bonjour les terminales ES, bonjour les terminales L. On se retrouve ici pour une toute première vidéo inédite sur le chapitre convexité en mathématiques. Donc avant toute chose, forcément, comme vous le savez, c'est ma première vidéo. J'ai mis un peu de temps à la préparer, c'était pas évident. Vous allez sûrement me sentir un peu moins à l'aise ici, devant la caméra qu'en face de vous. Au début, je me disais que ça allait être pareil, c'est facile, je fais comme si les élèves sont là, mais vous n'êtes pas là quand même. Voilà, vous êtes là, mais indirectement. Et c'est un petit peu perturbant quand même. Voilà. C'est un peu perturbant, mais bon, je pense que je devrais m'améliorer au fil du temps. Et du coup, j'attends vos retours. C'est-à-dire que si vous avez des critiques positives ou des critiques négatives, surtout des critiques négatives, ça m'intéresse. Comme ça me permettra de progresser, de vous proposer des vidéos un peu plus efficaces, quoi. D'accord ? Donc, j'ai commandé mon tableau avant-hier, voilà, lundi. Il devait arriver ce midi, il est arrivé hier, du coup ça m'a permis d'anticiper un petit peu, de travailler un peu sur un logiciel de montage et tout simplement de m'entraîner à la production de vidéos. Le cours aujourd'hui, donc ça va être sur le chapitre 8, convexité, le dernier chapitre de fonction, c'est-à-dire qu'en fait après ce chapitre, la carte mentale sera close, c'est-à-dire que vous n'aurez plus rien à apprendre sur les fonctions, en théorie. En théorie, parce que je sais très bien que vous ne maîtrisez pas tout encore, le cœur de carte mentale, je vous l'ai dit, il est très compliqué. Savoir dériver une fonction, il y en a une multitude. À chaque fonction, il y a une situation différente. Les tableaux, c'est pas pareil, c'est pareil, pardon, vous êtes pas forcément au point dessus, c'est tout à fait normal. Toujours est-il que ce chapitre-là, vous allez voir, il n'est pas très compliqué à comprendre. Dans sa globalité, je suis sûr qu'à la fin de la vidéo, tout le monde sera au point sur la convexité. Après, c'est quelque chose qui va forcément se travailler. C'est rattaché au cœur de carte mentale. Si vous vous souvenez de la carte mentale qu'on a faite la semaine dernière, ça intervient après le cercle rouge. En fait, on va d'abord devoir dériver, en l'occurrence 2 fois, on va devoir dériver 2 fois, et après on va étudier un petit peu dans un tableau ce qui se passe pour en déduire certaines choses sur la convexité. Voilà un petit peu comment ça va se passer. Le cours, ce ne sera pas un cours catalogue. Bon, vous savez déjà que j'ai l'habitude de ne pas faire de cours catalogue, c'est-à-dire éviter un catalogue de formules à apprendre, de formules bêtes à apprendre, qui seraient d'ailleurs inutiles. Là, sur de base, je fais des cours assez synthétiques, mais là en vidéo, ça va être encore pire, c'est-à-dire ça va être encore plus synthétique, ça va vraiment ressembler à une fiche. Il n'y aura pas forcément de grand 1, petit 1, grand 2, petit 2, etc. Ce sera vraiment quelque chose de très synthétique. Vous allez voir un petit peu, on va commencer là dans quelques instants. Est-ce que vous avez des questions ? Vous n'êtes pas là forcément, donc vous n'avez pas de questions, on ne sait jamais. Donc vous pouvez quand même me poser des questions en commentaire ou disons sur Messenger, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà. Première partie donc, la partie graphique, l'approche graphique, c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui va vous permettre en fait de comprendre le concept de fonction concave et le concept de fonction convexe. Vous allez voir que ce n'est pas difficile à comprendre et avec le graphique ça va aller tout seul. Pourquoi je commence par le graphique? Tout simplement parce qu'en fait c'est le premier attendu du programme. On vous demande dans un premier temps de comprendre comment ça se passe graphiquement. Voilà. Et en fait, on va même définir les notions grâce à ces graphiques-là. Donc tant mieux pour vous. En terminale ES, c'est comme ça que ça se passe. Peut-être que dans d'autres filières, ce n'est pas tout à fait le cas, je ne sais pas trop. Mais il faut savoir que dans la théorie mathématique, il y a des propriétés parfois compliquées qui caractérisent les fonctions convexes et les fonctions concaves. Et dans ces cas-là, il faut s'accrocher un petit peu, c'est pas forcément évident, il faut beaucoup travailler, il faut être rigoureux. Là, graphiquement, vous allez voir que c'est pas compliqué. Voilà. Vous allez être en mesure de comprendre, peu importe votre niveau de compétences mathématiques, et peu importe votre niveau de flemmardise. D'accord ? Alors, graphiquement, vous allez devoir bien me suivre. Vous n'êtes pas obligé de noter et de reproduire tout ce que je vais faire, ok ? Parce qu'on va faire une synthèse de cours après. Voilà, c'est comme vous voulez. Fonction concave. Fonction convexe. Fonction concave. Fonction concave. Fonction concave. Convexe. 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 Fonction convexe. Là, vous reconnaissez peut-être des fonctions polynômes de degré 2, d'un chapitre que vous avez vu l'année dernière et qu'on a revu cette année. Là, donc, on a quelque chose de convexe. Concave. Concave. Ne me dites pas que c'est à moitié concave ou que c'est un petit peu concave, mais pas trop. Non, ça ne veut rien dire. Ça, c'est bien une portion concave. D'accord ? Peut-être qu'il y a un degré de concavité qui est assez faible, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Là, il y a une petite inclinaison qui fait que, justement, cette portion-là, c'est une portion concave et surtout pas convexe. D'accord ? Vous avez compris comment ça marche, j'en suis certain. Par contre, vous allez voir qu'il n'y a pas que ces exemples-là.
Il y a peut-être des exemples un peu plus compliqués. Hein. Peut-être que vous y avez déjà pensé, mais il n'y a pas que ces exemples-là. Si par exemple, vous avez quelque chose comme ça. Bon, bah là, vous allez me dire, ça ne rentre pas dans l'une ou l'autre des deux catégories. Je suis d'accord avec vous. Sauf qu'on peut faire quand même quelque chose. On pourrait faire ce qu'on appelle une petite séparation graphique, voilà, par ce point-là, qui va séparer en deux ma courbe. On a une première partie de courbe, et là vous avez compris, concave, et là une deuxième partie, convexe. Ce point-là, il est très important. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. D'accord? On notera tout ça après, pas d'inquiétude. C'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. Donc en fait, comment vous allez le définir? C'est ce qui permet la séparation en parties concaves et convexes, ou inversement. Je peux généraliser mon graphique en vous proposant une courbe un peu plus compliquée. Par exemple, ça. Là, vous allez devoir, par exemple, compter les points d'inflexion. C'est pas compliqué. Il y en a exactement 4. 4 points d'inflexion. Et donc, si on fait des séparations respectives en ces points, on a plusieurs parties concaves et plusieurs parties convexes, tout simplement. Si vous avez compté jusque 3, je pense que ça devrait aller, il y a 3 parties concaves et 2 parties convexes, d'accord? Pour au total 4 points d'inflexion, et non pas 5. Il y a bien 4 points d'inflexion. Ok? Voilà comment ça se passe graphiquement. Dans les questions sujet de bac, ce sera quand même un peu plus dur que ça, il ne faut pas exagérer non plus. Hein. En fait, vous aurez un graphique, je vous donne un petit exemple, hein, mais après vous aurez à le reproduire en exercice. Vous aurez un petit graphique comme ça, par exemple, hop, avec une unité mentionnée, d'accord? Et vous aurez par exemple une fonction comme ça. Et il faudra dire par exemple sur quel intervalle la fonction est convexe. Donc, on aura repéré les points pour vous, hein, forcément. Admettons que ce soit ici, comme ça là. Et donc, on repasse cet intervalle-là. Et donc, on va dire que sur l'intervalle que je suis en train de tracer en blanc, ici, on a une fonction convexe. Et sur les deux portions d'intervalle ici qui manquent, on a justement, sur ces deux intervalles-là, une fonction qui sera concave. D'accord? Repérer les points d'inflexion, bah, ils sont là. Tout ce qu'on peut vous demander, c'est par exemple de lire leurs coordonnées. Bah, il suffit de lire l'abscisse et l'ordonnée du premier point. Et le deuxième point, il suffit de lire son abscisse et son ordonnée. Voilà. Donc c'est une petite généralisation, mais vous voyez qu'en fait, le truc le plus important, vraiment, c'est de comprendre le lien entre concave, convexe et l'allure de la courbe. Ok? Et pensez aussi au point d'inflexion. 3 choses à retenir. Fonction concave, fonction convexe, point d'inflexion. Ok? On finira l'approche graphique par un petit moyen mémotechnique, hein, pour retenir un peu quand est-ce que c'est concave, quand est-ce que c'est convexe. Admettons, hein, vous arrivez le jour du bac, vous êtes stressé, la calculatrice est en mode examen, forcément, vous n'avez pas pu noter grand-chose dedans. Et en fait, vous arrivez sur une fonction comme ça, ou une fonction comme ça, et vous ne savez plus qui est qui. Vous savez qu'il y a concave, convexe dans l'histoire, mais finalement, vous ne savez plus qui est concave, qui est convexe. Ça peut arriver, hein, ça arrive chaque année. D'accord? Moyen mémotechnique, vous allez prendre concave. Dans concave, il y a le mot cave, d'accord? Évidemment. Cave, c'est plutôt représenté par ce schéma-là. Concave, cave, quelque chose de souterrain. On est dans cette situation-là, donc ça, c'est une fonction concave. Vous allez me dire, bah, quel est le moyen mémotechnique pour fonction convexe? Bah, là, si vous avez ce moyen-là pour la fonction concave, vous n'avez plus de doute pour l'autre partie. Vous savez que ça, par déduction, ce sera une fonction convexe. D'accord? Voilà pour l'approche graphique, et je suis certain que tout le monde a compris. On passe maintenant à la synthèse de cours. Alors, avant de vous faire noter certaines choses, je vais définir graphiquement ce que c'est qu'une fonction convexe et concave, mais voilà, la définition formelle, c'est-à-dire ce que vous allez devoir écrire dans votre cours. Voilà. Ça ne va pas être une définition très compliquée, ce ne sera pas la notion la plus importante, mais il faudra quand même l'avoir à l'esprit. Donc, je prends une fonction convexe. Donc en fait, c'est la courbe représentative d'une fonction convexe. Okay, mais je me permets de dire directement une fonction convexe en l'associant à sa courbe. Hein. On prend certains points, n'importe lesquels. Voilà, ces trois-là par exemple. Ne notez pas ça, hein, vous n'êtes pas obligé de le noter, d'accord? On fera la synthèse après. Vous tracez ce qu'on appelle les tangentes. Tangentes en ces 3 points-là. 1, 2, 3. Une pour chaque point. Je rappelle qu'une tangente, c'est une droite bleue ici, qui localement approche au mieux la courbe en question. Bon. Alors là, est-ce que vous remarquez une particularité? Je pense que oui. La courbe blanche ici est située au-dessus des 3 tangentes. Et plus généralement, en fait, la définition que vous allez devoir retenir, c'est que pour une fonction convexe, ça veut dire qu'en fait la courbe est située au-dessus de toutes ces tangentes sans exception. Voilà la définition. Ok? Pour une fonction concave, je pense que vous avez deviné. Fonction concave, si je trace une courbe représentant une fonction concave et que je trace certaines de ces tangentes, eh bien la courbe se retrouve toujours, je dis bien toujours,
en dessous des tangentes. Peu importe l'endroit de la courbe que l'on choisit pour tracer la tangente. Ok? Donc là, vous avez les définitions. Donc on va tout de suite les noter. Donc la synthèse va se découper en 3 parties. Première petite partie, ça va être une mini-synthèse sur les fonctions convexes. Deuxième partie, une mini-synthèse sur les fonctions concaves. Et il y aura aussi une petite synthèse sur le point d'inflexion, le fameux point d'inflexion qu'on a vu tout à l'heure au début de la vidéo. Et je vous avais dit que c'était assez important, donc on va aussi en parler juste après. Bref, fonction donc convexe. Vous allez commencer par pouvoir faire un petit graphique, d'accord? Surtout si vous n'aviez rien noté dans l'approche graphique, ce n'est pas obligatoire, mais si vous ne l'aviez pas fait, bah là, tracez au moins un graphique dans votre cours pour savoir à quoi vous avez affaire graphiquement, d'accord? Fonction convexe, voilà, je vous laisse tracer une fonction convexe, comme ceci, mais il y a d'autres exemples, hein, j'en ai pris plein tout à l'heure. Donc fonction convexe, et on va noter la définition, mais on va pas la noter en rouge, d'accord? On va la noter en bleu ou en noir, comme vous voulez. Mais le rouge, on va le réserver vraiment à quelque chose de beaucoup plus important, vous allez comprendre pourquoi après. Ok? Donc la définition, on va dire simplement que la courbe est située au-dessus de ses tangentes. La courbe est située au-dessus de ses tangentes. Okay, alors maintenant, vous allez prendre votre stylo rouge, moi ce sera la craie jaune. On va écrire quelque chose de super important. Parce que pour l'instant, vous allez me dire, bah oui, mais monsieur, c'est bien, c'est facile, on comprend, mais vous avez dit qu'il y avait un lien avec la dérivée, avec un tableau, avec un cœur de carte mentale de fonction. Effectivement, si vous regardez la carte mentale, ça intervient après le cercle rouge. Et donc oui, vous auriez raison de me dire ça, parce que pour l'instant, on n'a pas vu de lien. Donc là, justement, on va faire le lien avec une phrase super importante. En fait, ça va être une propriété que vous allez utiliser quasiment tout le temps le jour du bac. À part les petites questions graphiques dont j'ai parlé en début de vidéo, vous aurez souvent des questions comme ça. C'est-à-dire, vous aurez une expression de f de x en fonction de x sans graphique, ou alors avec un graphique, mais il faudra le démontrer. Il faudra démontrer que la fonction est concave, ou alors convexe, ou alors tout simplement étudier la convexité, étudier la concavité, ou même étudier ses points d'inflexion. Il faudra, par des calculs, savoir si on est dans ce cas-là ou dans l'autre cas de figure. Et là, si on n'a pas de graphique, il faut trouver une méthode. D'accord? Je vous rassure tout de suite, la méthode, elle est habituelle. En fait, vous allez prendre l'expression de f de x en fonction de x, qui sera donnée dans l'énoncé, vous allez la dériver, vous avez déjà dérivé des dizaines de fois, vous n'êtes pas encore forcément au point, mais ça va être l'occasion de vous entraîner. Et là, la nouveauté, c'est que vous n'allez pas vous arrêter à la dérivée numéro 1. La dérivée numéro 1, vous allez la redériver une deuxième fois. Donc, je dérive, je simplifie, je dérive une deuxième fois et je simplifie encore une nouvelle fois. Donc j'obtiens la dérivée seconde, c'est-à-dire une expression qui a été dérivée 2 fois en provenance de l'expression de départ. Donc on dérive 2 fois. On répète les méthodes 2 fois d'affilée. Ça peut être 2 fois un u fois v, ça peut être un u fois v et un truc plus simple. Voilà, ça peut être 2 fois un u sur v aussi, ça peut être u sur v et encore u sur v, d'accord, on verra dans les exercices. Bref, une fois que vous avez obtenu la dérivée numéro 2, vous allez faire quelque chose de simple, d'accord, simple en théorie forcément, mais vous allez étudier son signe. C'est-à-dire vous allez faire un tableau de signes avec des plus et des moins, et vous allez regarder si la dérivée est positive ou alors négative. Et en fait, ce que vous allez écrire ici, c'est que comment on caractérise une fonction convexe? Sa dérivée seconde, elle est positive. D'accord? Donc en fait, vous allez faire exactement le cœur de carte mentale, mais en dérivant 2 fois avant le tableau. Ok? Donc on va l'écrire. Sa dérivée seconde, ou la dérivée seconde, d'accord? Elle se note comme ça, je pense que vous aviez deviné, d'accord? On met 2 fois le prime, d'accord? Ne me dites pas f prime, d'accord? C'est f seconde, soyez mature, d'accord? En mathématiques, ne dites pas f prime, c'est mal vu, d'accord? Vous dites f prime, vous pouvez avoir une amende, quoi. Hein? Là, il n'y a pas de problème, vous croisez un bateau dans la rue, vous dites f prime, là, il vous met une amende. Hein? Et encore pire, si vous devez la dériver 5 fois, ne dites pas f prime, parce qu'il y en a qui seraient capables de le dire parmi vous. Ça, je pense que oui. Donc, en fait, on dirait f cinquième, d'accord? Bref, là, c'est f seconde, pas f prime. Ok? F prime, on oublie. J'ai déjà trop dit. Bon. F seconde, la dérivée seconde, donc f seconde, elle est positive.
Et pour vous aider, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire positif, ça veut dire que dans le tableau de signes, c'est-à-dire ce qui conclut le cœur de carte mentale, vous aurez ce signe-là, mais pour la dérivée seconde. Ok? Voilà pour ça. On va faire pareil pour les fonctions concaves, donc moi je ne vais pas tout effacer forcément, j'ai le luxe de pouvoir garder certaines petites phrases, vous allez réécrire les choses, d'accord? Bon, quoique, il n'y a quand même pas grand-chose à écrire. Donc fonction concave maintenant, je suis sûr que vous sauriez adapter le cours en fait. Fonction concave, vous retracez une courbe représentant une fonction concave, ici, d'accord? Donc vous en tracez une autre, par exemple celle-là, ok? Là, on a déjà vu la définition tout à l'heure. La courbe est située en dessous de ces tangentes, d'accord? Donc vous allez bien écrire en dessous. Et naturellement, pour la phrase en jaune, il va aussi y avoir un petit changement, d'accord? Pour vous, votre propriété rouge, il va y avoir un petit changement, d'accord? Je parie que vous l'avez deviné. Voilà, je parie qu'il y en a plein d'entre vous qui l'ont deviné, d'accord? La dérivée seconde, pour une fonction concave, elle devra être, il suffira et il sera nécessaire qu'elle soit négative. Ok? Donc je vous laisse écrire tout ça. Négative. Avec le fameux signe moins dans le tableau. Ok? Voilà la synthèse d'une fonction, la synthèse des fonctions concaves. Ok? Pas très compliqué. Petit graphique, faire le lien avec le graphique. Petite définition, pas très compliquée, qui peut intervenir parfois à l'oral du bac, mais rarement à l'écrit, très rarement à l'écrit. Et par contre, ça, vous n'allez pas y échapper. D'accord? S'il y a de la concavité, de la convexité, souvent ça intervient dans les QCM, vous êtes quasiment sûr d'en avoir, quoi. Ok? Quasiment sûr d'avoir cette propriété. Hein? On passe à la dernière petite synthèse, les points d'inflexion. Alors attention, inflexion, I-N-F-L-E-X-I-O-N, inflexion. Ok? Point d'inflexion. Bon, je pense que vous vous souvenez un petit peu de la première partie de la vidéo. Normalement, vous avez une mémoire correcte, hein, vous vous souvenez. C'est entre guillemets un passage de concave à convexe, ou alors un passage de convexe à concave. Hein, c'est ce qui permet de faire des transitions entre des portions de courbes qui sont d'un côté concave et de l'autre convexe. D'accord? C'est un point de transition entre le passage de concave, entre concave et convexe, ou inversement. D'accord? Donc, on peut déjà faire un petit graphique. Donc, il y a deux cas de figure. Soit on est dans cette situation-là, avec un point ici. D'accord? C'est-à-dire que là, on a d'abord une partie concave et enfin on a une partie convexe. Ou alors, on est dans un cas similaire où en fait, on a un passage cette fois-ci de convexe à concave. Ok? Voilà, comme ceci. Ok? Ce point d'inflexion, ici, on le nomme souvent, d'accord? On le désigne par une lettre, d'accord? Dans un sujet bac, on va l'appeler A. D'accord? Bon, alors la définition. Ça va être quoi la définition? Je rappelle la définition fonction concave convexe en fonction des tangentes. Bah là, ça va être pareil. Que va-t-il se passer par rapport aux tangentes? Alors, suivez bien. Ici, donc, on a une partie concave et une partie convexe. Donc ici, si vous avez retenu la définition, la courbe est sous ses tangentes. Là, la courbe, elle est au-dessus. Ok? Il se passe quoi au point A? Que se passe-t-il au point A par rapport à la tangente? Vous n'êtes pas obligé de retracer ce graphique, mais si je prends un point, mon point d'inflexion ici, et que je trace la tangente, alors avant, on sait qu'elle va être au-dessus, et après, elle va être en dessous. Mais au milieu, pile en ce point-là, la tangente, elle va être comment? Eh bien, elle va être ni au-dessus ni en dessous, en fait. Elle va traverser la courbe, et c'est la définition du courbe. D'accord? Donc on va dire qu'en fait, la tangente au point A, d'accord, traverse la courbe. Pas au-dessus, pas en dessous, il n'y a pas de... Ici, elle sera forcément, on a une demi-droite au-dessus et là une demi-droite en dessous, mais on parle de la tangente entière, d'accord? Et donc on va dire que la tangente traverse la courbe. Donc la tangente traverse la courbe. La tangente traverse la courbe au point A. Donc maintenant, d'une autre couleur, bon moi je vais prendre la couleur bleue, on note pas tout de suite la caractérisation en rouge, hein, d'accord, pour moi en jaune.
Je prends une autre couleur pour vous donner une façon de bien retenir ce que c'est qu'un point d'inflexion, d'accord? Mais évidemment, ce ne sera pas quelque chose à réécrire dans vos copies de bac, ce sera quelque chose pour vous, pour bien réussir des QCM par exemple, ou pour avoir une bonne avance graphique, on va dire. Donc en fait, point d'inflexion, on est soit dans cette situation-là, soit dans cette situation-là. Donc là, on va l'écrire clairement, passage de concave à convexe, et là, on va écrire passage de convexe à concave. Passage de concave à convexe. Ou l'inverse. Ok? Donc ça, ce que je note en bleu, vous pouvez le retenir. D'accord? C'est déjà très bien de retenir ça. D'accord? Je pense que c'est assez simple à être retenu. C'est pas quelque chose de très abstrait. D'accord? Si vous avez compris ce que c'était convexe et concave, vous comprendrez ce que j'ai entouré en bleu. D'accord? C'est pas quelque chose, encore une fois, c'est pas quelque chose à réécrire le jour du bac, mais c'est quelque chose à garder pour vous. Ok? À garder pour vous, pour l'oral, pour un QCM, pour un graphique. C'est toujours intéressant de savoir ce passage de concave à convexe ou l'inverse. Alors maintenant, je vais être obligé d'effacer, j'ai plus de place sur mon tableau, mais on va devoir écrire la fameuse propriété là en jaune qui va caractériser le point d'inflexion. Voilà, en lien très sûrement avec la dérivée seconde et le tableau. Alors, est-ce que vous pouvez voir un petit peu, est-ce que vous pouvez imaginer quelle va être cette propriété, sachant que la première propriété pour fonction convexe, c'était dérivée numéro 2 positive, et pour fonction concave, c'était dérivée numéro 2 négative. Donc là, pour un point d'inflexion, sachant qu'il y a une partie concave avant et une partie convexe après, ou l'inverse, il va se passer quoi sur la dérivée seconde? Je pense que vous avez deviné, parce que la dérivée seconde, elle serait positive avant et négative après, ou alors l'inverse, on a une transition sur le signe de la dérivée seconde en fait. Donc en fait, ça va être simplement ça, c'est que la dérivée seconde en ce point, pour le point d'inflexion, elle va devoir s'annuler, prendre la valeur 0 et changer de signe. D'accord? Il y a deux choses très importantes. Donc on va l'écrire. La dérivée f seconde s'annule, d'accord? Mais c'est pas tout. Et change de signe, ok? C'est important. Si vous oubliez change de signe, vous pouvez vous tromper. Parce que des fois, elle peut s'annuler sans changer de signe. C'est-à-dire, en fait, être positive avant, s'annuler et rester positive après. Dans ce cas-là, elle s'annule, certes, mais avant, c'était convexe et après, c'était convexe aussi. Donc, passage de convexe à convexe, c'est pas un point d'inflexion, ça. D'accord? Point d'inflexion, c'est passage de convexe à concave ou l'inverse. Donc, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Pour ceux qui en ont besoin, ça donne lieu à deux possibilités dans les tableaux de signes. C'est-à-dire qu'on aura une dérivée seconde qui sera d'abord négative puis positive, comme ceci, ou alors une dérivée seconde qui sera d'abord positive puis après négative. Voilà, si vous faites le lien avec les deux petites synthèses au-dessus, là, c'est un passage de concave à convexe, et là, c'est un passage de convexe à concave. Ok? Voilà pour la synthèse de cours. Le cours, donc, en fait, est déjà fini, quasiment. Il nous reste 2-3 exemples à faire. On va étudier quelques fonctions et vous allez bien suivre ce que je fais pour pouvoir bien démarrer les exercices. D'accord? Parce que forcément, là, théoriquement, ça va. Je pense que tout le monde a globalement compris comment ça marche. Je dois dériver 2 fois, je dois étudier. Alors, sur le papier, ça va. Mais quand je suis tout seul ou quand je suis face à une copie de bac, il faut de l'entraînement forcément. D'accord? Et pour les fonctions, vous savez que c'est indispensable. Donc on va faire maintenant quelques exemples. Ok? La synthèse de cours est terminée. Il reste simplement 2-3 exemples. Hein? Donc, exemple de cours. On va prendre une fonction très simple. Exemple 1. f de x égale exponentielle x. Bon, j'espère que vous reconnaissez
connaissez cette fonction quand même, un espèce de E avec un X qui n'est pas positionné sur la même latitude que la lettre E, bah oui, ça vous reconnaissez quand même, c'est un chapitre qui commence déjà à dater, mais on l'utilise régulièrement, c'est la fonction exponentielle. Alors, bah la question va être très simple, cette fonction-là, elle est comment? Est-ce qu'elle est concave? Est-ce qu'elle est convexe? Est-ce qu'il y a une partie concave et une partie convexe? Est-ce qu'il y a des points d'inflexion? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ou est-ce qu'il y en a une infinité? J'en sais rien, c'est possible ça aussi, d'accord? Donc comment faire? Il n'y a pas 36 000 possibilités, en l'occurrence il n'y en a qu'une, on n'a pas de graphique, rien du tout. On va la dériver 2 fois. Mais là j'espère que vous êtes en train de rigoler. Parce que dériver 2 fois la fonction exponentielle, c'est ne rien faire, d'accord? f' de x égale exponentielle x. Mais la dérivée seconde, c'est quoi? Pour dériver une deuxième fois, je reprends l'expression de la dérivée, je la redérive. Mais l'expression de la dérivée, c'était l'exponentielle. Du coup, je reste sur exponentielle x. Et ça, autre chose que vous connaissiez par cœur, l'exponentielle est toujours positif. D'accord? Donc, je regarde le signe de la dérivée seconde. Je regarde bien ce signe-là, le signe de cette expression, il est toujours positif, entre moins l'infini et plus l'infini. Et donc, on va pouvoir conclure que la fonction exponentielle, elle est convexe. Alors, il faudra parfois approfondir un peu plus. Là, convexe, en fait, finalement, c'est assez vague. Convexe, il faudrait dire où ça, sur quel intervalle. Donc là, elle est convexe entre moins l'infini et plus l'infini, d'accord? Le signe plus intervient sur R tout entier, donc on va dire convexe sur R. Ok? Des questions? Je ne crois pas. Facile. Très facile. Hein? Un exemple un peu moins facile, parce que ça, vous n'aurez pas le jour du bac. Hein. On prend la fonction exponentielle, est-ce qu'elle est convexe, concave? Sincèrement, il ne faut quand même pas pousser le nez dans les orties. Quand même, pas exagérer, quoi. La fonction exponentielle, elle sera utilisée, mais dans un U fois V ou un U sur V, mais elle sera très très rarement toute seule. Ok? Donc, exemple 2. X cube plus 9x carré moins 7x plus 4. On a là une brave fonction polynôme de degré 3, d'accord? On va donc se poser la même question que dans l'exemple 1. La fonction g, concave, convexe, point d'inflexion? Est-ce qu'il y en a? Alors la méthode reste la même, on va la dériver 2 fois. Est-ce que vous savez dériver ça? J'espère pour vous que oui. Hein, la fonction g, elle est dérivable, il n'y a pas de problème. Donc c'est parti pour la dérivée. Dérivée de x cube, 3x carré, ça il faut quasiment savoir par cœur. 3x carré plus, on arrive ici au 9, dérivez bien de droite à gauche. Le 9 ici c'est une constante multiplicative, elle est rattachée à une variable x, vous savez très bien qu'on n'y touche pas. 9 fois 2x, d'accord? On dérive quand même ce qu'il y a derrière, x carré, pareil, à savoir par cœur 2x. Là, on se retrouve avec moins 7, plus 0. Voilà, je n'écris rien d'autre. Je simplifie avant. Surtout, ne vous dépêchez pas de dériver une deuxième fois, d'accord? Simplifiez calmement la première dérivée, et puis après, vous la redériverez une deuxième fois. Ok? 3x carré plus 18x moins 7. Ok, on a la première dérivée. Techniquement, dans un cœur de carte mentale classique, on s'arrête là et on passe au tableau. Vous le savez. Là, non. On va dériver une deuxième fois. Alors, comment on dérive ça? Donc, on rencontre d'abord le chiffre 3, qui est rattaché à une variable, x carré. Ok, donc on n'y touche pas. 3 fois x carré, on l'a déjà dit, 2x, plus 18, moins 0. Bon, là, en fait, comme c'est un polynôme, plus on dérive, plus l'expression sera simple. Donc ça donne 6x plus 18. Voilà. Est-ce qu'on dérive une troisième fois? Non. On a dérivé 2 fois, c'est suffisant, on passe au tableau. Donc on doit bien regarder cette expression et créer le tableau de signes de cette expression. Pas de tableau de variation, d'accord? On n'est pas obligé d'aller jusqu'au tableau de variation, on pourrait, le tableau de variation de la dérivée, d'accord? J'en parlerai dans certains exercices plus compliqués. Mais là, on va s'en tenir aux signes, parce qu'on veut que les signes. On n'a pas besoin d'avoir des flèches qui caractérisent les variations, là en l'occurrence de la dérivée. Okay, donc on va regarder le signe de cette expression. Okay, donc comment on trouve le signe de cette expression? Vous devez reconnaître une expression affine, d'accord, qui fait partie de la carte mentale. Okay, donc là vous avez 2 écoles.
Pour trouver quand est-ce qu'elle s'annule, soit vous appliquez la fameuse méthode moins b sur a, c'est-à-dire moins 18 sur 6, soit vous écrivez clairement à côté de votre tableau 6x plus 18 égale 0, d'accord, vous retranchez 18 et vous divisez par 6 pour isoler le x. Dans les deux cas, que ce soit la petite formule triscolaire moins b sur a, ou alors la résolution d'équation avec moins 18 division par 6, vous allez trouver la même chose, c'est-à-dire moins 3. D'accord? On fait ce tableau. Donc là, on a g seconde de x entre moins l'infini et plus l'infini. C'est une expression infinie, elle s'annule qu'une fois, d'accord? Pardon, en moins 3. Ok, donc elle s'annule. Alors, comment trouver les signes à gauche, à droite du 0? Là, vraiment, vous voyez, en fait, on est dans le chapitre 8. Oui et non, d'accord? On est dans le chapitre 8 parce qu'on doit se servir, on doit répondre à une question nouvelle, mais dans la démarche, c'est pas du chapitre 8, c'est que du cœur de carte mentale, sincèrement. Alors ici, pour trouver les signes, soit vous retenez pareil de manière scolaire que le signe du coefficient directeur, c'est-à-dire plus ici, est à droite, et donc c'est un moins à gauche, soit la méthode que je vous recommande, parce qu'au bout d'un moment vous avez beaucoup de choses à retenir, donc je vous recommande cette méthode-là, la fameuse méthode miracle. Vous choisissez un nombre entre moins 3 et plus l'infini, vous le remplacez dans l'expression encadrée, d'accord, vous allez trouver un nombre positif. D'accord? Et ici, pareil, entre moins l'infini et moins 3, faites l'effort de le faire quand même, parce que des fois on peut avoir des pièges, hein. On a un nombre négatif. Voilà pour ce tableau. Alors, qu'en pensez-vous maintenant? Je pense que vous sauriez faire le bilan de cet exercice. On a une partie concave, on a une partie convexe, et là, on a une dérivée numéro 2, dérivée seconde, qui s'annule. Est-ce qu'elle change de signe? Oui, parce qu'elle passe de valeurs négatives à des valeurs positives. Ok? Donc on a une dérivée qui s'annule en changeant de signe, on a une partie concave, on a une partie convexe, bref, on a un point d'inflexion, une fonction concave sur moins l'infini moins 3, et une fonction convexe sur moins 3 plus l'infini. Donc il faudra écrire tout ça. Ok? Donc G est concave sur moins l'infini moins 3. Voilà, tout juste la place de l'écrire. Elle est concave sur moins l'infini moins 3. Elle est convexe sur moins 3 plus l'infini. D'accord? Et on va quand même préciser aussi le point d'inflexion. D'accord? Donc il y a un point d'inflexion. Ok, je vais écrire au-dessus. De plus, il y a un point d'inflexion, un seul. Alors, pour trouver le point d'inflexion, comment on fait? Donc, on peut l'appeler 1. Et pour trouver donc un point d'inflexion, ça veut dire quoi le trouver? Ça veut dire trouver ses coordonnées. D'accord? Quelles sont les coordonnées du point d'inflexion? Alors déjà, si vous arrivez là, vous avez très bien réussi l'exercice en question. Ou très bien réussi ce qu'on vous demande. Parce que vous avez trouvé une fonction concave et convexe sur les bons intervalles et vous avez trouvé un point d'inflexion. Bon, c'est bien. Mais il faut trouver maintenant les coordonnées du point d'inflexion. Alors là, évidemment, le moins 3 va intervenir. Le moins 3, c'est sur, justement, l'axe des abscisses. Donc, moins 3 correspond à l'abscisse de notre point d'inflexion. Moins 3. Mais quelle est son ordonnée? Comment trouver son ordonnée? Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait sans le savoir. En fait, pour trouver son ordonnée, vous reprenez l'expression de départ, d'accord, de départ, et vous remplacez x par moins 3. D'accord? Vous vous rappelez de cette méthode, j'en suis certain. Quand on avait des tableaux de variation entre les flèches, comment on trouvait ce qu'il y avait entre les flèches? On remontait dans le tableau verticalement, on prenait la valeur qu'il y avait en haut, et on la remplaçait dans l'expression de départ. D'accord? Donc là, on fait pareil. On a l'abscisse du point, qui est sur la courbe. Pour trouver son ordonnée, on remplace l'abscisse par moins 3 ici, dans l'expression de départ, c'est-à-dire G de moins 3. Ok? Je vous laisse le calculer. Hein, c'est très simple. Vous remplacez x par moins 3 et vous trouvez la valeur, vous l'écrivez ici. Et ça termine l'exemple. Ça termine le dernier exemple. Celui-là, il est plus important que la fonction exponentielle. Et ça termine le cours sur le chapitre 8. Voilà, je ne vous ai pas menti. C'était pas très compliqué, c'était pas super long. Voilà.
voilà, c'est un chapitre qui normalement en classe nous aurait pris une semaine, d'accord? Là, voilà, si vous faites le bilan de la vidéo, on n'y en a pas pour longtemps, ok? Alors forcément, il y a toute la partie exercice qui n'est pas encore intervenue. Donc là maintenant, je vais vous donner, par difficulté croissante, la liste des exercices qui accompagnent le chapitre. On termine avec les exercices. Alors là, il va y avoir tout un travail à faire de votre côté. Moi, il faut savoir que la vidéo, j'ai mis beaucoup de temps à la faire, j'ai mis beaucoup de temps à la préparer. Ça prend toujours du temps avec le montage, forcément, il faut que je prépare bien ce que je vais dire. Au lycée, devant vous, je peux parfois improviser un peu, etc. Là, c'était moins évident quand même, hein. Donc là, j'ai bien travaillé pour vous. Maintenant, à votre tour, vous allez faire de votre côté les exercices que je vous montre au tableau. Alors, on va regarder un petit peu, hein, et il faudra m'envoyer votre travail, ok? Donc, il y a d'abord deux petites fonctions à étudier. Vous faites exactement comme ce que je viens de faire avec l'exponentielle et l'autre, sauf que vous faites avec x cube et ln de x. D'accord? Après, je vous oriente vers des exercices du livre. Il y en a 5 ici, qui sont surtout en lien avec le graphique. Vous avez un graphique et vous devez en déduire certaines choses. Ça correspond à l'approche graphique que l'on a vue dans la vidéo. Ok? Essentiellement. Ensuite, on se tourne vers les types bac. Type bac, c'est un peu plus dur. Ça sera en lien, forcément, vous l'avez deviné, avec la propriété en rouge que vous avez notée dans votre cours. Ok? Vous avez 5 exercices en tout, hein. Pour les plus téméraires, il y a 2 exercices difficiles où on a une comparaison avec des équations de tangente qui sont un peu moins évidentes, mais qu'il faudra regarder pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Ok? Donc ce que je vous demande au moins, c'est de regarder quasiment tous les exercices, sauf les 2 du bas, à la limite. Ok? Les 2 du bas, je les corrigerai quand même, hein, mais regardez bien les autres, hein. Faites ça, vous pouvez faire ça, donc vous pouvez vous aider, vous pouvez me poser des questions, surtout. Si vous ne les faites pas tous sans exception, c'est pas grave non plus, ok? Vous pouvez en rater peut-être un dans la liste, hein, ça ne me gêne pas forcément, mais envoyez-moi quand même quelque chose de conséquent. Là, vous avez pas mal d'exercices. Et surtout, contactez-moi. Vous m'envoyez une capture d'écran sur Messenger, hein. Ce serait bien que vous m'envoyiez tout ça pour le début de la semaine prochaine maximum, c'est-à-dire lundi matin, avant lundi matin en fait. Parce que je vous ai dit que cette semaine, c'est la convexité, et la semaine prochaine, c'est le dernier chapitre de Prova. Donc, vous m'envoyez ça sur Messenger, on en discute, et moi, en fonction de ce que je vois, en fonction de vos difficultés, je ferai au moins un corrigé écrit, ça vous le savez. Et si ça ne va pas du tout pour un exercice ou deux, j'interviendrai dans une vidéo pour expliquer un exercice. Notamment ces exercices ici. Les plus importants, ce sont ceux-là, entre les 2 traits bleus. D'accord? Voilà pour ce chapitre, j'espère que j'ai été assez clair. Posez-moi des questions, surtout, je ne redirai jamais assez. Petite parenthèse pour les terminales ES1, hein. N'oubliez pas, même s'il n'y a plus d'école, je suis quand même votre PP avec Madame de Chiaff, hein. On s'occupe toujours de vous, de vos dossiers sur Parcoursup, hein. Je rappelle que c'est jusqu'au 3 avril, hein, pour valider définitivement vos vœux. Ok. Là, les dossiers, peut-être que c'est déjà remonté, vous pourrez confirmer ou pas ce que je suis en train de dire, mais peut-être que les notes sont déjà remontées. D'accord? Vous avez encore vos projets à motiver en général, c'est-à-dire les lettres de motivation à faire. Alors parfois, ils vous en demandent beaucoup, parfois, ils vous en demandent un peu moins. Mais surtout, je le répète encore une fois, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de faire corriger votre lettre, si vous avez peur des fautes d'orthographe, si vous avez peur de la syntaxe, de la tournure des phrases, si elles vous embêtent, les répétitions, etc., la formule de politesse, vos qualités, est-ce qu'elles sont adéquates avec l'école que vous voulez faire, toutes ces questions-là, envoyez-moi votre lettre sur Messenger. Hein, il y a déjà, Laurine, déjà tu l'as fait, hein, d'accord? Mais ce serait bien qu'il y en ait plus, en fait, finalement. Bon, après, si tout va bien, il n'y a pas de souci, mais si vous en avez besoin, faites-le, et moi, je vous la corrige et je l'adapte, d'accord? Je ne la chamboule pas complètement, je respecte ce que vous avez fait, mais je vous donne des meilleures tournures pour que vous puissiez avoir une lettre agréable à lire, d'accord? Donc, n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Je vous souhaite bon courage pour les exercices et à très vite.